C'est bon, Marc-Yves, on peut partir? Absolument, oui. Excellent. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci donc d'être parmi nous ce matin pour le web conférence du département d'informatique et de génie logiciel. Donc, je me présente. Moi, je suis Nadir Belkiter, professeur au département d'informatique et génie logiciel et directeur des programmes de premier cycle en informatique. Et je vais laisser Marc-Philippe Parent se présenter. Bonjour à tous, Marc-Philippe Parent, chargé d'enseignement au département d'informatique et de génie logiciel et aussi coordonnateur du Centre de relève en TI. Entre autres, je m'occupe de ce qui est promotion des programmes. Voilà. Est-ce que tu peux faire dérouler la diapo? Oui. Oui. Merci. Alors, donc, on va débuter cette présentation par une invitation à voir la vidéo qui se trouve à l'adresse qui est indiquée sur la diapo que vous avez sous les yeux. Ça dure à peu près 9 à 10 minutes. Et donc, suite à cette vidéo-là, on va revenir donc à la présentation PowerPoint pour la suite de la présentation. À tout à l'heure dans une dizaine de minutes. Alors, au niveau des programmes offerts par le département d'informatique et de génie logiciel, on a essentiellement 3 programmes de baccalauréat en informatique. Un baccalauréat en informatique, un baccalauréat intégré en informatique et gestion et un baccalauréat en génie logiciel. On a également un certificat de 30 crédits en informatique et 5 microprogrammes de 15 et 18 crédits. Un microprogramme en informatique de base qui est une initiation à l'informatique et à la programmation. Un microprogramme en développement de jeux vidéo. Un microprogramme en développement d'applications web. Un microprogramme en conception de logiciels. Et enfin, un microprogramme en traitement de données massives. Ça, ce sont les microprogrammes. L'avantage de ces microprogrammes-là, c'est que c'est des programmes qualifiés de gigognes, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui s'imbriquent les uns dans les autres, de sorte à ce qu'un étudiant qui a complété un microprogramme et qui est intéressé à poursuivre, à approfondir ses connaissances dans le domaine, pourrait éventuellement continuer au certificat et capitaliser sur le background qu'il a obtenu au niveau des microprogrammes et compléter ce qui manque pour obtenir le certificat. Et s'il est intéressé toujours à continuer au baccalauréat, il lui suffit simplement de compléter les 60 crédits du baccalauréat en informatique pour obtenir le diplôme correspondant. Avant de rentrer à l'université, j'avais jamais été vraiment initiée à la programmation. Mais si je peux te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir un gros bagage en informatique pour te lancer dans le domaine. Tu as seulement besoin d'avoir de l'intérêt. Puis nous, on veut juste des gens qui ont la soif d'apprendre et d'innover. Pour moi, en étudiant au baccalauréat intégré en informatique et gestion, ça me permet vraiment d'avoir une bonne compréhension des fondements de l'informatique tout en développant mes connaissances en administration des affaires. Ça me permet vraiment un beau jumelage entre deux domaines qui me passionnent. En génie logiciel, ce qu'on nous apprend à faire pour développer nos programmes, c'est de prendre un gros problème. Souvent, ça va être un problème assez complexe, puis on va le décomposer en plein de petits sous-problèmes qui, eux, en les attaquant individuellement, vont être assez simples à résoudre. Puis si on les résout tous un par un, en mettant tout ensemble dans un gros logiciel, on va être capable de résoudre un problème très complexe. Ça peut être, par exemple, la localisation d'un véhicule autonome ou ça peut être de détecter des piétons sur un trottoir avec une caméra. Ce qui est intéressant aussi dans le bac en génie logiciel, c'est qu'on a plusieurs choix de cours à faire. Dans le fond, on a plusieurs cours optionnels, puis on peut vraiment y aller selon ce qui nous intéresse. Par exemple, on peut prendre des cours en vision, on peut prendre des cours en développement de jeux vidéo. Moi, personnellement, j'ai pris des cours de robotique. Puis maintenant, je suis rendu au doctorat en informatique, mais je fais ma recherche en robotique. Donc, c'est comme au baccalauréat que j'ai développé cette passion-là. Je disais qu'on avait 3 programmes de baccalauréat, un en informatique, un intégré en informatique et gestion, puis un en génie logiciel. Et à ces 3 programmes-là, il faut quand même rajouter 2 autres programmes qui sont offerts à la Faculté des sciences et génie. L'un qui était le baccalauréat en génie informatique, qui est rattaché au département de génie électrique et génie informatique, et un autre programme de baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, qui lui est rattaché au département de mathématiques et statistiques. Alors bien évidemment, vous comprenez que, étant donné que ce sont des domaines très connexes en technologie de l'information, beaucoup d'étudiants ou de candidats nous demandent ou nous posent la question de savoir à l'effet quelle est la différence entre ces différents programmes. Très rapidement, je dirais que le baccalauréat en informatique vise essentiellement ou met le focus essentiellement sur le développement de logiciels.
Le baccalauréat intégré en informatique et gestion, lui, va s'intéresser beaucoup plus à la réingénierie des processus d'affaires. Le baccalauréat intégré en informatique et mathématiques vise l'étude des sciences informatiques comme outil au calcul scientifique. Le baccalauréat en génie logiciel lui vise beaucoup plus, plutôt que le développement, la conception des logiciels d'envergure fiable. Et le baccalauréat en génie informatique est un programme qui lui vise beaucoup plus l'étude du matériel et des systèmes embarqués dans les divers moyens de locomotion aérienne, maritime et routier. Alors, quels sont les gestes que l'on pose au département d'informatique et de génie logiciel pour rendre plus enrichissante l'expérience étudiante? La première chose, c'est l'instauration depuis l'été 2013 d'une formule de stage baptisée Sigma+, en collaboration avec le service de placement de l'Université Laval, et qui permet à des étudiants de faire de 1 à 4 stages durant leur programme d'études, soit sur une base alternée entre les sessions d'études et les stages, soit de façon consécutive pour aller chercher un maximum d'expérience sur le marché du travail dans la même entreprise, le cas échéant, ou en changeant d'entreprise au cours de chacun des stages. Les étudiants qui ont un doute ou qui anticipent de poursuivre au cycle supérieur ont également la possibilité ou l'opportunité de faire un stage de recherche dans un laboratoire qui va leur permettre de valider leur intérêt de continuer éventuellement au cycle supérieur au terme de leur programme de baccalauréat. La deuxième initiative, c'est l'instauration dans tous nos programmes de baccalauréat du profil international. Le profil international, c'est une formule qui permet à un étudiant d'effectuer jusqu'à 2 sessions d'études dans l'une de nos nombreuses institutions partenaires à travers le monde et donc d'aller acquérir et développer des compétences qui sont fortement prisées par les employeurs dans un contexte de mondialisation. Le cours que j'ai le plus aimé, c'était en 3e année. C'était le cours de conception de projets multidisciplinaires. Dans le fond, le but, c'était de concevoir un robot qui était autonome, puis qui pouvait réaliser des tâches très complexes. Dans le fond, on était des étudiants de 3 disciplines différentes, puis on devait construire le robot puis le programmer au complet. Dans le fond, le robot devait être en mesure de se déplacer par lui-même, de planifier sa trajectoire, puis d'éviter les obstacles. Puis il y avait des petites tâches comme de transporter des cubes d'un côté à l'autre d'une table. Puis c'est ça, à la fin de la session, notre robot fonctionnait très bien, puis on était vraiment fiers de ce qu'on avait réussi. Au niveau de la vie étudiante, on a beaucoup de projets parascolaires qui sont donc menés par nos étudiants, qui leur permettent notamment de participer à des compétitions internationales. Et le département appuie ces étudiants-là aussi bien au niveau de l'infrastructure logistique que l'appui financier pour permettre justement aux équipes d'étudiants de participer à ces compétitions-là qui constituent un complément à la formation fort intéressant et qui leur permet de vivre des expériences fort enrichissantes. Par exemple, on a différentes compétitions internationales comme des jeux informatiques qui sont organisés aux 2 ans dans une université nord-américaine auxquelles nos étudiants participent régulièrement et obtiennent de très bons résultats, de très bons classements. Nous avons le HackFirst qui est la compétition en sécurité informatique qui permet aux étudiants, donc pendant toute une journée, de compétitionner sur des problématiques de sécurité informatique. Nous avons également l'activité Coveo Blitz, qui est une activité financée et organisée par l'entreprise québécoise en technologie d'information Coveo, et qui permet donc à des étudiants volontaires de relever des défis en matière de résolution de problèmes algorithmiques et informatiques. Nous avons également le projet Véhicule autonome de l'Université Laval, qui est animé par une équipe également d'étudiants gradués, qui permet là également de participer à des compétitions internationales. Tout ça pour dire que nous avons au département d'informatique et de génie logiciel une association étudiante fort dynamique qui va rendre votre vie étudiante fort enrichissante. Après le baccalauréat, il y a plusieurs avenues possibles. On peut soit aller directement sur le marché du travail, puis s'inscrire à l'ordre des ingénieurs et devenir ingénieur en génie logiciel. Sinon aussi, il y a la possibilité de continuer aux études supérieures. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au baccalauréat, on offre ce qu'on appelle le passage intégré. Dans le fond, on peut faire des cours qui contribuent en même temps à notre baccalauréat et à la maîtrise. Ce qui fait que plus tard, notre maîtrise va être plus courte. Puis c'est ça. Il y a la maîtrise en intelligence artificielle, la maîtrise professionnelle, puis la maîtrise avec mémoire, qui, elle, c'est plus de la recherche. Moi, personnellement, j'ai fait cette maîtrise-là, puis j'ai fait un passage accéléré. En seulement 1 an, je suis rendu maintenant au doctorat. Puis c'est ça, là, je suis en robotique, je travaille sur la cartographie 3D.
avec des robots autonomes. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, par l'Institut de statistique du Québec en 2019, qui montre qu'on est en pénurie d'à peu près 4600 professionnels en informatique sur le marché du travail. Une autre étude plus récente qui a été publiée dans le Journal de Québec en septembre dernier, donc tout récemment, montrait qu'on avait besoin de 2000 professionnels au salaire moyen d'environ 75 000 $ par année dans le domaine des jeux vidéo, donc de l'industrie québécoise du jeu vidéo. Tout ça pour dire qu'en informatique, il n'y a pas de problème de débouché. Les étudiants, souvent, vont se faire offrir un emploi avant même d'avoir complété leurs études. À Québec, on est vraiment chanceux d'être au cœur de nombreux événements en technologie de l'information, que ce soit pour des colloques sur les nouvelles tendances web, les jeux vidéo, la sécurité, les affaires. Tous ces événements nous permettent, dès notre entrée à l'université, à nous bâtir un réseau de contacts et interagir avec le marché de l'emploi. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de ne pas avoir peur de te lancer dans ce domaine en pleine émergence et oser repousser les limites de ce domaine passionnant. Voilà, nous voilà donc de retour à la présentation. Est-ce que vous m'entendez, Marc-Philippe, tu m'entends? Oui, affirmatif. Oui, excellent. D'ailleurs, tout le monde nous entend. Vous pourriez faire un petit plus à l'écran, un petit bouton, un pouce en l'air ou quelque chose comme ça. Oui, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir confirmé. Donc, tu peux aller à la diapo suivante, Marc-Philippe, je n'ai pas le contrôle. Si tu cliques dans l'écran, normalement, tu devrais avoir... Il faut comme cliquer d'abord, puis voilà. OK, c'est beau. Merci. Donc, pour cette présentation, on va passer à travers ces différents points. Donc, dans un premier temps, on va voir un petit peu en quoi la formation qui est offerte au département d'informatique est une formation de qualité. Nous allons survoler un petit peu nos programmes de formation, comme on l'a vu dans la capsule vidéo. On va surtout aussi rentrer un peu plus en détail sur les différences entre ces différents programmes, dans la mesure où c'est quand même des programmes dans des disciplines relativement connexes. Et donc, il y a beaucoup de confusion souvent auprès des candidats sur les différents programmes qui sont offerts en technologie d'information. Nous aborderons les particularités de la profession en TI en général. Nous essaierons de voir un petit peu en quoi nous mettons en place des mesures qui permettent de bonifier l'expérience étudiante. Nous parlerons des approches pédagogiques qui sont adoptées au département dans nos différents cours, nos différents programmes, nos principales thématiques de recherche et en quoi la vie associative est enrichissante au département d'informatique et de génie logiciel. Donc, pour parler de la qualité de la formation, la meilleure façon de le faire, ce qu'on avait pensé en tout cas, c'est de s'appuyer sur des commentaires d'étudiants qui nous sont revenus avec leur rétroaction sur la qualité de la formation. Dans un premier temps, donc, le premier commentaire concerne la qualité de la formation que l'étudiant a reçue au département d'informatique et pour laquelle il s'estime très satisfait. Dans le deuxième commentaire qu'on a retenu, c'est un étudiant qui donc se félicite un petit peu de toutes les mesures que nous avons mises en place, notamment au niveau de l'accompagnement des étudiants en la période de pandémie depuis le printemps 2020, où nous avons mis en place des mesures pour accompagner les étudiants et leur permettre de passer à travers cette période relativement difficile. Et dans un troisième commentaire, c'est une étudiante qui nous faisait remarquer qu'elle avait grandement apprécié la formation qu'elle avait suivie entièrement à distance pour compléter son baccalauréat en informatique à partir de grande B, si mes souvenirs sont bons. Et donc, tout ça pour dire que nous offrons le baccalauréat en informatique entièrement à distance et contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous n'avons pas deux programmes de baccalauréat, l'un qui serait en informatique à distance et l'autre qui serait en présentiel. C'est un seul programme de baccalauréat en informatique, un seul et même diplôme. La seule différence, c'est que les étudiants ont l'opportunité de pouvoir suivre tantôt des cours à distance, tantôt des cours en classe, au gré des sessions, dépendamment bien évidemment de leur résidence géographique. Pour les étudiants dans la grande région du Québec, donc ils peuvent choisir à chaque session des cours à distance ou des cours en présentiel. Et pour les gens qui sont géographiquement éloignés, ils ont l'opportunité de suivre le baccalauréat en informatique entièrement à distance et d'obtenir le diplôme en fait de cheminement. Alors,
il faut bien comprendre que nos cours à distance et nos cours en classe ont exactement les mêmes contenus, les mêmes objectifs, les mêmes travaux et les mêmes examens. Donc, il n'y a aucune différence entre un étudiant qui aurait suivi tous ses cours à distance qu'un étudiant qui aurait suivi tous ses cours en présentiel ou encore qu'un étudiant qui aurait mélangé des cours en classe et des cours à distance. Alors, au niveau des programmes qui sont offerts au niveau du département d'informatique et de génie logiciel, donc comme c'était indiqué dans la capsule vidéo, nous avons 3 programmes de baccalauréat en informatique de 90 crédits, un baccalauréat intégré en informatique et gestion également de 90 crédits en collaboration avec la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, un baccalauréat en génie logiciel de 120 crédits, un certificat en informatique de 30 crédits, 5 microprogrammes, dont un microprogramme de base qui contient le noyau des cours de programmation en informatique et qui sont exactement les mêmes cours d'ailleurs que ceux que l'on retrouve dans le baccalauréat et le certificat en informatique, et 4 microprogrammes spécialisés, l'un en programmation de jeux vidéo, le deuxième en développement d'applications web, le troisième en conception de logiciels fiables et le quatrième en traitement de données massives. Donc ça, c'est pour l'ensemble des programmes de formation au premier cycle. Au deuxième cycle, nous avons 3 programmes de maîtrise, dont un programme de maîtrise professionnelle en informatique avec un stage de 15 crédits rémunéré en entreprise, un programme de maîtrise professionnelle en intelligence artificielle, là également avec un stage en entreprise rémunéré. Et pour les gens qui se destinent plus à la poursuite en recherche, au doctorat, nous avons la maîtrise en informatique de type recherche avec mémoire. Et enfin, au troisième cycle, nous avons donc le PhD ou le doctorat en informatique. Alors là, on revient un petit peu sur les différences des différents programmes dans les disciplines connexes qui créent encore une fois beaucoup de confusion auprès des étudiantes et des étudiants qui se destinent à ces programmes-là. Les gens nous posent souvent la question de savoir quelle est la différence entre ces différents programmes. Le premier, c'est le baccalauréat en informatique. Le second, baccalauréat intégré en informatique et gestion. Le troisième, le baccalauréat en génie logiciel. Un quatrième programme qui est le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique. Et un cinquième programme qui est un baccalauréat en génie informatique. Et donc, dans ces programmes-là, vous voyez que les programmes indiqués avec la couleur rouge sont des programmes qui sont sous la responsabilité du département d'informatique et de génie logiciel, tandis que les programmes indiqués en bleu sont les programmes qui relèvent de notre département, que l'on va voir tout de suite. Alors, pour le premier, pour la différence, pardon, de ces 5 différents programmes, nous avons décidé de les décliner en 4 modalités différentes. La première modalité, c'est la base d'admission. Alors, il faut voir que pour le baccalauréat en informatique et le baccalauréat intégré en informatique et gestion, la base d'admission, c'est vraiment l'obtention de n'importe quel DEC du collégial avec la réussite des 3 cours de mathématiques que l'on retrouve dans ces programmes-là, que sont calcul intégral, calcul différentiel et algèbre vectorielle. Donc, un étudiant qui détient un DEC dans n'importe quel domaine avec ces 3 cours de mathématiques est admissible au programme de baccalauréat en informatique ou de baccalauréat intégré en informatique et gestion. Le baccalauréat en génie logiciel, lui, est un programme qui relève du domaine du génie, qui est un programme de 4 ans. Et donc, la base d'admission, contrairement aux 2 précédents, c'est vraiment d'avoir suivi un cheminement au programme de sciences de la nature ou sciences, lettres et arts au collégial. Le baccalauréat en génie informatique est également un baccalauréat en génie. Et donc, il y a exactement les mêmes bases d'admission que le baccalauréat en génie logiciel. Et enfin, le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, qui est un programme également de sciences. Donc, et comme pour les 2 autres programmes de sciences, un programme qui est accessible pour tous les détenteurs d'un DEC du collégial avec les 3 cours de mathématiques. La deuxième modalité sur laquelle se différencient ces 5 programmes, c'est la durée des études et le nombre de crédits. Donc, généralement, les baccalauréats en sciences, c'est le cas du baccalauréat en informatique, du baccalauréat en informatique et gestion, du baccalauréat en informatique et en mathématiques et informatique, sont des baccalauréats de 3 ans de 90 crédits, tandis que les bacs en ingénierie, comme le bac en génie logiciel et le bac en génie informatique, sont eux des programmes de 4 ans de 120 crédits. La troisième modalité sur laquelle se différencient ces différents programmes, c'est la reconnaissance ou pas de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, seuls les programmes qui sont des programmes de génie de 120 crédits de 4 ans
peuvent mener à l'obtention du titre d'ingénieur. Donc, c'est le cas du baccalauréat en génie logiciel et du baccalauréat en génie informatique. Et enfin, au niveau de la quatrième modalité de différenciation de ces différents programmes, nous avons l'orientation et le contenu des programmes. Dans un premier temps, le baccalauréat en informatique vise essentiellement au développement de logiciels. Le baccalauréat en informatique et gestion, qui, je le rappelle, est fait en collaboration avec la faculté des sciences d'administration, contient grosso modo une moitié de cours d'informatique qui sont les mêmes cours que l'on retrouve dans le baccalauréat en informatique et une autre moitié de cours que l'on retrouve à la faculté des sciences d'administration qui, eux, se retrouvent dans le baccalauréat en administration des affaires. Donc, l'objectif visé par ce programme-là vise vraiment à former des gens en ingénierie de processus. Le baccalauréat en génie logiciel, lui, vise vraiment à former des professionnels, des ingénieurs en génie logiciel qui développent des compétences en conception de logiciels d'envergure et fiables. Le baccalauréat en génie informatique, lui, vise à former des ingénieurs beaucoup plus orientés vers le hardware, donc le matériel et les systèmes embarqués. Et enfin, le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique vise à former des scientifiques en informatique qui est l'outil utilisé dans le calcul scientifique. Alors, il est bien évident que dans le contexte actuel, dans la conjoncture actuelle, pour ceux qui lisent un petit peu les nouvelles, vous avez dû vous rendre compte que le domaine des TI est en pleine effervescence et que le ministère, aussi bien de l'enseignement supérieur que le ministère du Travail et de la solidarité sociale, ont mis en place un certain nombre de programmes pour faciliter ou encourager les candidats au niveau aussi bien du secondaire que du cégep à entamer des carrières, des formations en informatique pour par la suite pouvoir prolonger donc, et continuer leur carrière dans le domaine des TI. Donc, quand on regarde un petit peu les statistiques, on se rend compte qu'actuellement, on a près de 5000 professionnels informatiques qui sont recherchés sur le marché du travail. On a 3000 postes à combler dans les compagnies d'assurance seulement. Ça date de janvier 2022. Donc, seulement dans les compagnies d'assurance, les gens sont à la recherche de 3000 postes à combler dans le domaine des TI. Et ça, c'est des postes, par exemple, qui vont bien correspondre aux diplômés du baccalauréat en informatique et gestion, dans la mesure où ça conjugue ou ça marie les compétences en informatique et les compétences en réingénierie de processus d'affaires. Et dans le domaine du jeu vidéo, comme j'ai indiqué dans la vidéo, on est à la recherche de plus de 2000 travailleurs avec un salaire moyen de 76 000 $ par année dans le domaine donc, des jeux vidéo dans la grande région du Québec. Donc, tout ça pour dire effectivement que l'emploi est assuré avant même d'avoir complété ses études, mais comme je dis souvent aux candidats qui s'en vont dans ces domaines de formation, il faut y aller par passion et non pas par opportunisme, parce que les gens, quand on reçoit des professionnels sur le marché du travail qui viennent un petit peu relater leur expérience auprès de nos étudiants en formation, la première qualité qu'ils mettent de l'avant à déployer lorsqu'on est en formation, c'est la passion pour l'informatique. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des emplois, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup d'opportunités, mais il faut vraiment être passionné par le domaine de l'informatique. Ceci étant dit, pour les gens qui envisagent éventuellement de poursuivre aux études supérieures à la maîtrise ou au doctorat, c'est quand même des formations de baccalauréat qui aussi ont l'avantage de préparer les étudiants aux études supérieures. Alors, au niveau de l'expérience étudiante, donc on essaie de mettre en place des mesures qui facilitent, qui bonifient cette expérience-là dans la mesure où, dans un premier temps, les étudiants dans ces programmes de baccalauréat-là ont généralement 1 ou 2 stages obligatoires, mais peuvent faire jusqu'à 4 stages rémunérés en milieu industriel, donc en milieu professionnel, et ce qui constitue bien évidemment le plus souvent un tremplin vers le marché du travail. Les étudiants peuvent effectuer 3 stages consécutifs qui peuvent représenter jusqu'à 1 année d'expérience continue sur le marché du travail, ce qui peut être très profitable pour acquérir et accumuler de l'expérience sur son CV. Et les étudiants qui envisagent éventuellement de sonder leur intérêt vis-à-vis de la recherche ont également la possibilité de faire un stage de recherche dans un laboratoire qui est également contributoire donc dans leur programme de baccalauréat. La deuxième mesure, c'est le séjour d'études à l'international qui permet aux étudiants d'effectuer 1 ou 2 sessions avec des bourses du Bureau international dans une
des nombreuses institutions partenaires donc, à travers la planète et donc qui permettent d'aller chercher cette expérience à l'international qui est très prisée par les employeurs. Donc, je vais passer la parole à Marc-Philippe qui va vous parler un petit peu des différentes mesures mises en place pour l'appui et la persévérance des étudiants au département. Merci beaucoup, Nadir. Voilà, oui, appui à la persévérance et à la réussite. Déjà, à la base, quand vous suivez nos cours, nos programmes d'études, nos cours, tout ça, vous avez déjà, bien sûr, de l'aide des enseignants, ceux qui donnent les professeurs, les gens de cours et tout ça, qui donnent les cours, bien sûr, sont là pour vous aider. Vous avez dans les cours des forums, vous avez les courriels, tout ça, vous pouvez les rencontrer aussi en virtuel ou en vrai. Mais bien sûr, on ne s'arrête pas là. On a aussi ce qu'on appelle le carré, c'est pas mal écrit, c'est le centre d'appui à la réussite étudiante, où pour plusieurs de nos cours, on a d'autres auxiliaires, d'autres étudiants qui sont là pour vous aider et puis pour répondre à vos questions. Des fois, c'est que dans le cours, ce n'est pas suffisant, on a besoin d'aide ou les réponses n'arrivent peut-être pas assez vite. Alors, on rajoute des gens dans le centre d'appui à la réussite étudiante pour plusieurs de nos cours du département en informatique pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Ce n'est pas un cours autodidacte, c'est vraiment quelque chose qu'on est là pour vous aider tout au long de vos études. Dans le même ordre d'idée, pour tout ce qui est cours de mathématiques, le département de mathématiques offre aussi un centre de dépannage d'apprentissage en mathématiques. C'est le CDA cette fois-ci. Et donc, quand vous avez des difficultés avec les quelques cours d'informatique que vous devrez faire à l'université, si vous avez des difficultés, eux autres sont là pour vous aider. Ou si vous voulez vous perfectionner, ils offrent même une journée de pas de rattrapage, mais de rafraîchissement en début de session à chaque année. Il y a aussi sur mon portail de cours, donc, il y a ma réussite qu'on appelle, c'est vraiment une section qui vous permet de vous jauger finalement, de vous évaluer, de vous auto-évaluer, de savoir où vous vous situez par rapport au groupe, par exemple. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous êtes en avance? Est-ce que vous avez assez... parce que ça va comparer un peu votre comportement, à savoir est-ce que vous avez fait les lectures prévues, puis les autres l'ont fait, et vous avez-vous accédé aux documents, les autres l'ont fait, pas vous. Bon, vous l'avez fait, vous êtes en avant du groupe sur ça, vous êtes en avance, donc vous êtes dans le vert, vous êtes un petit peu en retard, vous êtes dans le jaune, si vous êtes très en retard, vous êtes dans le rouge. C'est vraiment là pour essayer de vous rappeler que ce cours-là va bien, ce cours-là va très bien, celui-là, il est un petit peu... Bon, ça vous aide vraiment à ça, puis ça peut aider aussi les enseignants à savoir, qu'est-ce qui se passe, y a-t-il quelque chose qui... il y a pas plus de troubles avec vous. Ma réussite, c'est ça, c'est sur mon portail. Donc, c'est un outil qui est là pour vous aider à garder un bon rythme dans vos cours. Et il y a aussi le Centre d'aide aux étudiants, le CAA, pour toute difficulté, que ce soit aussi pour les personnes en situation de handicap ou les gens qui ont besoin d'aide. Il y a de tout, finalement, sur le campus pour vous aider. Il y a même une clinique médicale pour vous donner une idée si vous êtes sur place. Et donc, le CAE qui est là aussi pour tout problème, pour avoir besoin d'aide dans quelque chose. Et ça, on n'a même pas parlé encore de tout ce qui est la vie étudiante. Là, on a juste parlé d'appui à la persévérance et la réussite, tout ça dans le but que vous réussissiez. Alors, les approches pédagogiques dans le cadre de nos cours, pour développer donc son savoir-faire, l'idée, c'est qu'on va avoir beaucoup le côté expérientiel, vous faire pratiquer finalement. Ce n'est pas juste de la théorie qu'on vous enseigne et on vous demande de nous sortir. Il y a des choses qui sont bien sûr des sciences, des théories, des lois appliquées, des choses comme ça, mais l'idée quand même, c'est qu'on travaille beaucoup. On a des cours, par exemple, le cours de projet, où on travaille avec des partenaires de l'industrie et vous travaillez sur des vrais projets. Donc, vous êtes dans un cours, mais vous travaillez sur un vrai projet à ce moment-là. Et le partenaire de l'industrie devient votre client et vous devenez son fournisseur. On a aussi plusieurs cours qu'on a les prix, par exemple, Pierre Ardouin, le prix Frima Studio dans le cours de développement de jeux de vidéo. Et donc, ça, c'est les meilleures réalisations dans les cours qui gagnent des bourses, gagnent des prix et vont compétitionner à la fin de la session, à la fin de l'année entre eux et gagner le prix Pierre Ardouin de l'année. On va en présenter quelques-uns tantôt. Il y a aussi des projets intégrateurs de fin de baccalauréat, donc entre autres des cours de projet avec d'autres départements, puis des cours qui aussi, pourquoi on dit intégrateur, ça va être et avec d'autres départements et qui vont intégrer des notions de plusieurs cours. Parce que souvent, dans un cours, on apprend quelque chose, dans un autre cours, on apprend une autre facette. Et l'idée, à quelque part, c'est de faire un projet intégrateur où on intègre toutes ces facettes-là ensemble.
L'environnement d'études numériques est très apprécié des étudiants et des enseignants. Ça permet vraiment de faire les cours autant sur place qu'à distance. Vous êtes même capable dans les cours vous avez pas, on a des machines virtuelles, par exemple, que vous pouvez accéder à distance. Dans certaines situations, par exemple, ça peut être plus difficile d'installer certains logiciels. À la place de les installer sur votre ordinateur, vous vous connectez à distance sur un ordinateur virtuel, par exemple. Ça vous aide à ça. On a un portail de cours. On a des plateformes comme Zoom, Teams, pour nous permettre de faire nos cours à distance. Ce n'est pas nouveau pour nous, les cours à distance. Ça n'a pas commencé avec la pandémie. Ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça, des cours en direct à distance comme ça. Donc, on est très habitués. On a aussi des salles collaboratives pour les travaux d'équipe sur place. On a une approche pédagogique qui favorise la conciliation travail-études-famille. Le fait d'avoir des cours, par exemple, qui sont systématiques, quand ils sont à distance, ils sont systématiquement enregistrés. Entre autres, ça permet vraiment cette facilité-là de conciliation travail-études-famille parce que vous avez un imprévu, vous n'êtes pas obligé de regarder le cours là quand il passe, vous pouvez le réécouter le soir, le lendemain ou quelque chose comme ça, ce qui vraiment est plus facilitant pour votre horaire. Justement, je parlais des cours comme avec les prix Pierre Ardouin que vous pourrez aller voir sur ift.laval.ca/vie étudiante/prix Pierre Ardouin. Donc, et à cet endroit-là, entre autres, on a des exemples des projets qui ont été faits, qui ont gagné des prix. On a, par exemple, une équipe première session. Premier cours, première session, ils ont programmé un jeu d'échecs. Donc, à ce moment-là, dans le cadre du cours, quelque chose de quand même très professionnel à ce moment-là. Il avait gagné ce prix-là. Aussi, on a un cours d'infographie et c'est un éditeur de scène 3D où il réussit à faire quelque chose de très puissant pour éditer, faire de la 3D dans le but de faire de l'animation et ou du jeu vidéo. Donc, dans le cadre du cours, c'est un projet qui avait attiré comment je pourrais dire, l'approbation du comité de sélection, voilà, et même, c'est ça, un peu plus. Et donc, on voyait quand même quelque chose de très perfectionné. Pour vous montrer c'est pour vous montrer, entre autres, que les projets dans les cours qui gagnent ces prix-là, c'est des vrais projets, c'est des projets concrets, c'est pas du tout, on vous prépare bien pour le marché du travail. Un logiciel qui a été fait dans le cours GLOW 2004, donc optimisation d'un itinéraire pour véhicules électriques. Donc, les véhicules électriques ont besoin d'aller se recharger éventuellement. Donc, une carte qui diffuse les bornes électriques et puis en plus vont calculer l'autonomie du véhicule, tout ça. Et si vous prévoyez un parcours, on va éventuellement vous dire, bien, si tu veux vraiment te rendre jusqu'à tel endroit, tu vas devoir t'arrêter à telle borne pour recharger pour que ça te donne tant de temps. Puis bon, donc, c'était encore un autre prix ici qui avait été gagné par une équipe. Un autre cours, langage de programmation, donc il avait fait un correcteur orthographique. L'idée, c'est vraiment, oui, vous savez que ça existe déjà, des correcteurs orthographiques, mais c'est d'en fabriquer un, donc un qui suggère des mots aussi, les prochains mots, comme vous pouvez voir. Donc, un autre projet très concret qui a été fait dans le cadre de ce cours-là. Nadir, je te laisse parler de la recherche. Oui, merci Marc-Philippe. Donc, très rapidement, un petit peu. Alors, il est certain que pour quelqu'un qui va démarrer un baccalauréat donc de premier cycle, les études supérieures, ça peut lui paraître loin, mais l'expérience démontre que plus on s'y prend à l'avance, mieux on maximise l'expérience étudiante et plus on optimise le parcours. Dans la mesure où, si vous pensez que les études supérieures, donc maîtrise, doctorat, pourraient être une suite éventuellement qui pourrait vous intéresser à la fin de votre bac, il est important de le savoir à l'avance parce que, les cours que vous allez choisir dans les cours à option peuvent vous aider à mieux vous préparer aux études donc, de recherche que vous allez faire par la suite. Et deux, on a des modalités de passage accéléré du baccalauréat vers la maîtrise qui doivent se prendre à l'avance avant d'arriver à la maîtrise. Et donc, vous devez le savoir à l'avance si vous anticipez éventuellement de poursuivre à la maîtrise. On a encore une fois des passages accélérés qui permettent de suivre au baccalauréat des cours de maîtrise qui vont être doublement contributoires au baccalauréat et à la maîtrise, et donc ce qui permet d'optimiser le parcours donc, et de réduire la durée des études à la maîtrise. Et on a la même chose, bien évidemment, de la maîtrise au doctorat pour les gens qui anticipent de poursuivre jusqu'au doctorat. Et donc, pour ces gens-là, il faut savoir qu'au département d'informatique et de génie logiciel, nous avons différents groupes de recherche qui travaillent dans ces différentes thématiques. La première, bien évidemment, qui est la plus importante au département, c'est l'intelligence artificielle avec un focus sur l'apprentissage machine en particulier. On a un autre groupe de recherche qui travaille sur le traitement des données massives, qui est étroitement relié, bien évidemment, à l'intelligence artificielle qui se base sur les données massives. On a un groupe de recherche en robotique, des gens qui travaillent en partenariat
avec des chercheurs du département de biochimie, microbiologie et bioinformatique, donc dans des thématiques de bioinformatique. On a un groupe de recherche aussi qui s'intéresse à la cybersécurité, qui est un domaine particulièrement d'actualité. Un autre groupe qui travaille sur le langage naturel, donc traitement du langage naturel, notamment appliqué à des domaines où l'intelligence artificielle peut apporter une plus-value intéressante. Un groupe qui travaille sur les systèmes de la décision Industrie 4.0 et l'optimisation combinatoire. Un groupe sur les architectures natives en microservices et des gens qui travaillent beaucoup plus sur tout ce qui est apport à l'apprentissage à distance, donc dans les environnements virtuels. Donc, toutes ces thématiques-là sont abordées par différents groupes de recherche au département d'informatique et génie logiciel. Et c'est donc des thématiques, s'il y en a qui vous intéressent, qui pourraient être envisagées pour vous comme poursuite d'études aux études supérieures, donc à la maîtrise, après le baccalauréat. Voilà, Marc-Philippe, je te laisse finir avec la vie étudiante et la vie associative. Merci Nadir. Donc, effectivement, la vie étudiante enrichissante, on a parlé un peu dans la vidéo tantôt, on a des compétitions internationales comme les CS Games, le Hackfest, Coveo-Bits, concours Ubisoft, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ubisoft, mais habituellement, quand on nomme ce mot-là, tout le monde a les yeux qui deviennent lumineux. Et d'ailleurs, Ubisoft est un de nos partenaires au Centre de relève en TI, on a des conférences avec eux, concours Ubisoft, tout ça. Véhicules autonomes aussi, les autres, c'est assez intéressant ce qu'ils font. Ils ont vraiment une compétition où ils ont un véhicule qui doit faire des courses, rester dans le. C'est un véhicule autonome là, qui doit rester à haute vitesse, qui doit rester dans le parcours, atteindre la limite, tout ça, le plus rapidement possible. Ils ont aussi un chasse-neige autonome dans ce club-là. C'est vraiment intéressant. Puis on a d'autres projets et clubs qui existent, comme le club de hacking, club de sécurité informatique, en fait. On a un club éconumérique qui est en lien avec l'environnement, un club d'intelligence artificielle. Vous devenez en quoi? Et donc, un club de développement de jeux vidéo. Donc, tout ça est en parallèle un peu grâce à nos partenaires qui nous aident à financer ces activités-là, qui nous aident à envoyer nos étudiants à des compétitions un peu partout à travers la province, même à travers le pays, même aux États-Unis. Donc, vraiment, dans le parascolaire, c'est quand même très intéressant. Pourquoi du parascolaire? Parce que souvent, les cours, ça dure une session, mettons. Des fois, tu as un projet qui va te nécessiter 2-3 sessions à faire. Tu veux développer un jeu vidéo, ça va te prendre plus que 12-13 semaines. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on a des clubs comme ça, puis ça nous aide à nous préparer pour les concours, entre autres. Il y a aussi l'association étudiante qui est très dynamique, le SOTIN, qui regroupe, ils sont à peu près, parce qu'au département, on a 1800 étudiants en ce moment, et je pense que la SOTIN, ça inclut bac, maîtrise, doctorat, et donc à la maîtrise, au bac, la SOTIN, c'est à peu près 1000 étudiants, je dirais, ou un peu plus que ça. Donc, très dynamique, beaucoup d'activités. On collabore beaucoup avec eux aussi pour vous envoyer dans des conférences, des choses comme ça. Donc, ces activités-là, plus les activités de la vie étudiante de tous les jours, garder un contact, créer des liens avec les autres. Ça devient plus facile de créer des liens avec les autres étudiants si on participe un peu à cette vie étudiante enrichissante-là. Voilà, ça fait pas mal le tour de notre partie présentation. Bien sûr, on va avoir une belle période de questions, puis on va vous inviter à poser des questions, mais donc un rappel qui est fait par la Faculté des sciences et génie sur les portes ouvertes. Donc, si c'est des questions que vous avez sur les conditions d'admission, par rapport à votre dossier personnel, donc moi j'ai fait tel type d'études ou ainsi de suite, ou bien je suis une personne sur le marché du travail, je veux revenir aux études, qu'est-ce que ça? Ça, c'est beaucoup les conditions d'admission à ce moment-là. C'est des questions que vous pouvez leur poser. Pardon. Côté stage et perspectives d'emploi, on vous l'a dit, dans notre cas, c'est comme la folie totale. Je pense que s'ils pouvaient vous offrir 2 emplois en même temps, ils le feraient, les employeurs. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas vous qui cherchez un employeur, c'est les employeurs qui viennent vous chercher. Mais quand même, c'est avoir des informations sur le service de développement professionnel. Lundi prochain, donc 11h30, vous pourrez vous informer à ce sujet-là. Vous allez sur porteouverte.fsg.laval.ca pour plus de détails. Il y a aussi le kiosque de la faculté sur le site des Portes ouvertes, donc exposé en sciences et génie. Il y a des gens là qui peuvent vous répondre dans certaines heures par un chat, entre autres. Vous pouvez même éventuellement prendre un rendez-vous pour une rencontre privée, en privé, donc pour votre
savoir comment vous inscrire, par exemple, comment être admis, quels sont les meilleurs choix, quel meilleur programme, des questions comme ça, tout est là. Il y a beaucoup de programmes à la faculté, donc il ne faut pas hésiter. Puis, si vous déposez votre demande d'admission lors des portes ouvertes, vous pourriez obtenir une bourse d'admission carrément. Donc, bourse d'admission des portes ouvertes, bourse d'excellence à l'admission FSG, bourse Perspective Québec, donc plusieurs autres bourses même à la faculté et à l'université. Donc, BBA, Bureau des bourses et des... Je ne me rappelle plus quoi, de l'aide financière, voilà, .laval, donc bbaf.laval.ca, donc, sont d'autres choses là-dessus. Alors maintenant, on est rendu aux questions. Si vous voulez, on peut, à ce moment-là, quelqu'un qui demande, qui lève la main, on peut lui. S'il veut poser la question, si vous voulez poser juste la question dans la fenêtre de discussion, allez-y comme ça. Si vous préférez parler à voix haute, on va vous donner la parole, on va ouvrir votre micro à ce moment-là. Gênez-vous pas, ça ne coûte pas plus cher, on est là pour ça, on est spécialement là pour répondre à vos questions, donc profitez-en. Voilà. Ça prend une première personne habituellement qui brise la glace. La glace est épaisse. Ouais. Gênez-vous pas. Quoi que je pourrais, je vais même me rendre. Viviane. Oui. Je vais donner la parole à Viviane. Oui, d'accord, je vais faire ça à l'instant. Oui, bonjour. Donc, Bonjour. je me demandais, moi, je suis une étudiante en situation de handicap, puis je me demandais si c'était possible et si c'était faisable si ça causait des problèmes dans le parcours, dans le fond, de faire, par exemple, 4 cours par session plutôt que 5, ou si ça pouvait causer des difficultés avec les préalables puis tout ça dans les horaires. Alors, la réponse est non, pas du tout. Les étudiants en informatique, dans la plupart du temps, vont se retrouver en emploi pendant qu'ils étudient. Donc, à part les étudiants qui arrivent directement du cégep, il est rare d'avoir des étudiants qui vont suivre un programme de baccalauréat en informatique à 5 cours par session. Donc, non seulement il est possible de le faire à 4 cours par session, mais en plus, moi, c'est ce que je suggère parce que les gens souvent s'embarquent dans un cursus à 5 cours par session et se rendent malheureusement compte au milieu de la session qu'ils ne peuvent pas subir la charge et donc ils se retrouvent à abandonner des cours ou à en échouer, ce qui, en bout de course, produit le résultat malheureusement inverse à l'effet escompté, dans le sens où ça contribue seulement à revenir en arrière plutôt que d'avancer plus vite. Donc, oui, si vous êtes en situation de handicap, non seulement vous pouvez faire 4 cours par session, ça ne pose aucun problème au niveau des préalables. Nous avons des grilles de cheminement qui sont adaptées pour des gens qui font 5 cours par session. Nous avons des grilles de cheminement qui permettent de s'adapter à des gens qui font 4 cours par session. Et nous avons des grilles de cheminement qui permettent de s'adapter à des étudiants qui sont même à temps partiel à moins de 4 cours par session. Étant entendu que la seule contrainte, c'est dans le règlement des études qui dit que le délai maximal pour compléter le programme, c'est de 7 années à partir du début du baccalauréat. C'est ça. Puis sinon, il y a peut-être le côté en bas de 4 cours, vous n'êtes plus à temps plein, fait que ça, il faut faire attention à ça. Si vous avez des prêts et bourses ou des choses comme ça, là, c'est vraiment plus académique rendu là, mais c'est à considérer. C'est pour ça que les gens vont souvent y aller avec 4 cours. Mais comme Nadir le dit si bien, les gens sont très occupés déjà. 5 cours, c'est supposé de représenter 45 heures d'études par semaine. C'est beaucoup de temps. Fait que si on a la famille, si on a d'autres préoccupations, alors à ce moment-là, ça peut être pour ça qu'il n'y a aucun problème à faire 4, comme disait Nadir. J'espère qu'on a répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci. OK, donc, j'ai une autre question dans le chat qui était est-ce que je peux postuler pour une formation doctorale avec une maîtrise professionnelle? Alors, c'est une très bonne question, mais la réponse, malheureusement, est non, dans la mesure où les maîtrises professionnelles, en fait, visent à former des professionnels pour le marché du travail et non à la préparation à la recherche, contrairement à la maîtrise de type recherche, qui est vraiment une maîtrise d'initiation à la recherche et qui est donc un tremplin vers le doctorat. C'est la raison pour laquelle les études à la maîtrise professionnelle ne permettent pas de préparer suffisamment bien un candidat aux études doctorales et c'est la raison pour laquelle les étudiants qui anticipent de poursuivre le doctorat sont invités à
poursuivre plutôt une maîtrise de type recherche. En espérant qu'on ait répondu à votre question. Il y en a sûrement d'autres, gênez-vous pas, là. On est là pour ça. Ça coûte gratis. Mhm. Donc, la réponse est OK. Super. On était prêts, nous autres. Gênez-vous pas. Ça a l'air qu'on était trop clair. On va dire, je pense qu'on a été trop. Oui, mais c'est ce que je pense aussi, là. C'est quelqu'un qui dit c'est clair. Merci beaucoup. Super. Alors, c'est ça. Je vous dirais. On a fait le tour, mais le pire, c'est qu'il y a plein d'autres choses qu'on a. C'est souvent à travers les questions qu'on se rend compte qu'on a oublié des choses. Là, mais... C'est ça, oui, mais on dirait qu'aujourd'hui, exceptionnellement. Oui, trop clair, donc trop clair, effectivement. C'est ça. Peut-être que je pourrais expliquer, tantôt on a parlé des différents programmes, les différences entre les différents programmes, puis toujours y voir que c'est pas, les programmes d'études ne sont jamais séparés par un mur, dans le sens que on dit génie informatique, c'est du côté du hardware, de la programmation embarquée, puis génie logiciel, c'est du côté de développement, de conception de logiciels, tout ça, du côté donc software. Mais on fait des cours, il y a une partie de chaque diplôme, de chaque programme finalement, qui est commun. Il y a des cours qu'on fait ensemble. Puis je vous dirais que c'est à peu près pareil dans la faculté. Génie industriel, génie mécanique, il y a des cours qui se ressemblent. Même génie chimique, il y a des cours qui vont aller du côté un peu de ça. Fait que, on vous donne toujours plus on vous donne plus les tendances générales dans chaque programme. Et bien sûr, il y a une partie qui est commune souvent entre ces programmes-là. Fait que, pas y voir non plus. Ah non, si je fais ça, je vais perdre telle affaire. Non, souvent, vous allez plus aller vers cette préférence-là, mais sans perdre les autres facettes des programmes. Bon, ben écoutons, je pensais peut-être qu'on aurait d'autres questions à ce moment-là. Voilà, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, Nadir, peut-être qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été là et puis je vous souhaite de passer d'autres belles conférences en porte ouverte si vous en avez d'autres de prévues. Faites le tour, allez voir aussi les pages qu'on vous disait ici pour les bourses, par exemple, le kiosque de la faculté, donc porteouverte.fsg.ulaval.ca ou ulaval.ca/porte ouverte exposant Sciences et Génie. Donc, allez voir ces adresses-là pour plus d'informations. Voilà, alors merci à tous. Une bonne. Tiens, il y en a une question finalement. Oui. Pouvez-vous clarifier la différence entre génie logiciel et bac en informatique? OK. Très bonne question. Alors, le bac, la première différence, je vous avais dit, c'est la durée. Le baccalauréat en informatique, c'est un baccalauréat en sciences de 90 crédits de 3 années en général, à raison de 4 cours par session. Alors que le baccalauréat en génie logiciel, lui, est un bac de 120 crédits qui est de 4 années. Alors, ça, c'est au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, je dirais qu'il faut comprendre que tous les programmes de baccalauréat en ingénierie, que ce soit génie logiciel, génie chimique, génie mécanique, génie électrique, génie informatique, ils ont l'équivalent un petit peu d'une base. Excusez-moi, j'avais un téléphone qui sonnait. Donc, je disais qu'au niveau qualitatif, la différence fondamentale, c'est que tous les programmes en ingénierie ont une base qu'on appelle un tronc commun qui constitue des cours qui sont exigés par un organisme canadien qui fait ce qu'on appelle l'agrément des programmes d'ingénierie pour que les étudiants qui diplôment de ces programmes-là puissent obtenir le titre d'ingénieur. Et donc, c'est des cours qu'on retrouve du genre mathématiques de l'ingénieur 1, mathématiques de l'ingénieur 2, analyse économique en ingénierie, santé et sécurité au travail, éthique et professionnalisme en informatique. Donc, c'est des cours qui sont exigés par l'organisme canadien d'agrément des programmes, mais pas nécessairement dans le bac en informatique. Mais si on regarde la formation
vraiment informatique, vous allez vous rendre compte que 90% des cours du baccalauréat en informatique sont les mêmes que les cours du baccalauréat en génie logiciel dans le domaine informatique. Et donc, c'est une formation en informatique au baccalauréat en génie logiciel qui est étrangement ressemblante à celle du bac en informatique, mais par laquelle on va rajouter une année supplémentaire. C'est la raison pour laquelle les bacs en ingénierie sont de 120 crédits. Donc, une année supplémentaire où on va retrouver ces cours auxquels je faisais référence et qui sont une exigence du Bureau canadien d'agrément des programmes en ingénierie. Je ne sais pas si c'est assez clair comme réponse, là. C'est ça. En fait, vous allez devenir des informaticiens dans les deux cas, mais vous allez pouvoir apprendre à développer des logiciels dans les deux cas, mais avec l'année de plus en génie à ce moment-là. Puis, ce n'est pas juste strictement en génie, c'est vraiment plus aussi des notions reliées au génie logiciel à ce moment-là. Mais en gros, c'est du développement de logiciels dans les deux cas, mais avec le petit extra pour le génie logiciel. Je vous ai mis il faut l'adresse. comprendre que la différence fondamentale également, c'est que le bac, dans le domaine informatique, il n'y a pas de corporation. Il n'y a pas d'ordre professionnel, contrairement au génie. Donc, tous les programmes qui commencent par génie quelque chose mènent au titre d'ingénieur et donc relèvent de l'ordre des ingénieurs du Québec. Alors que le baccalauréat en informatique va mener à l'obtention du diplôme de baccalauréat en informatique, qui est un diplôme professionnel qui ne mène pas nécessairement à la reconnaissance de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Exactement. Et ce que ça peut changer sur votre carrière, c'est que si un employeur affiche un poste et exige un ingénieur à ce poste-là, à ce moment-là, l'étudiant en génie logiciel, lui, pourra appliquer sur ce poste-là, tandis que l'étudiant en baccalauréat informatique ne pourra pas appliquer si l'employeur exige le titre d'ingénieur à ce moment-là pour le poste. S'il l'exige, bien entendu, comme je vous dis. Il n'y a pas tant que ça qu'il l'exige, là, mais c'est ça qu'il faut prendre. On retrouve souvent ce type de situation-là auquel tu fais référence, Marc-Philippe, dans les sociétés de génie, de services en génie conseil, exact. Eux qui n'ont pas le choix que de recruter que des ingénieurs. Et donc là, à ce moment-là, ils vont recruter un ingénieur en génie logiciel plutôt qu'un bachelier. Mais si on part du principe que toutes les compagnies, entreprises, sociétés utilisent l'informatique, il est évident qu'un baccalauréat en informatique va permettre de mener une carrière extrêmement intéressante. Définitivement. On a une autre question, Nadir, qui est, oui. Vous avez beaucoup parlé des différents baccalauréats. Qu'en est-il du certificat? Quelles sont les perspectives d'emploi ici du côté du certificat? Alors, très bonne question également. Il faut voir que le certificat, essentiellement, à l'origine, visait à permettre une formation d'appoint pour des détenteurs de diplômes universitaires dans d'autres disciplines. Par exemple, un étudiant en génie mécanique qui a obtenu son diplôme d'ingénieur en mécanique se rend compte qu'il a beaucoup de lacunes pour utiliser tous les outils numériques qui sont actuellement sur le marché pour pouvoir faire son travail de façon professionnelle et efficace. Mais plutôt que de recommencer un bac au complet, va aller chercher un certificat en informatique qui est une formation d'appoint extrêmement intéressante pour son domaine d'application à lui. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de formation universitaire dans une autre discipline, le certificat, compte tenu de la forte pénurie de personnel actuellement sur le marché du travail, le détenteur de certificat va permettre de trouver un emploi en informatique. Le seul obstacle, c'est que ça va l'empêcher d'évoluer en carrière dans la mesure où, pour aspirer à évoluer dans la carrière et à des postes supérieurs de gestion de projet, etc., on va demander le plus souvent un baccalauréat au niveau des entreprises ou des compagnies. Mais sinon, quelqu'un qui a un certificat pourrait trouver un très bon emploi en informatique. Encore une fois, la seule contrainte, le seul obstacle, c'est qu'il risque de demeurer au même emploi pendant une longue période de temps pour l'absence de la détention d'un baccalauréat. Parce qu'effectivement, il y a certains employeurs qui ont la nécessité d'avoir, par exemple, des conventions collectives, des choses comme ça, qui obligent d'avoir un bac, par exemple, ou des fois, c'est des appels d'offres. Les firmes de consultants, par exemple, vont répondre à des appels d'offres et l'appel d'offres exige, par exemple, d'avoir 3 personnes bachelières. Tu sais, c'est un peu ça. Fait que là, ça peut être ça. Mais sinon, il y a bien des gens quand même qui font des très belles carrières. Mais comme Nadir l'a dit, ça peut des fois... C'est une question, plus on a de diplôme, on ne veut pas, plus on s'ouvre des portes.
est-ce qu'on est meilleur? Est-ce qu'on est plus fin? Est-ce qu'on est plus. Ça se peut que oui, ça se peut que non, ça dépend de vous individuellement, mais veut pas, il y a souvent sur des postes, il y a quand même des diplômes qui sont demandés. Puis à ce moment-là, c'est là que ça peut jouer des tours d'avoir. Par exemple, il y a des emplois qui nécessitent un bac, d'autres nécessitent une maîtrise, d'autres vont nécessiter un secondaire 5, d'autres, bon, veut pas, plus on a de diplômes, plus ça nous ouvre des portes. Alors, pour répondre à la question, très bonne perspective d'emploi. Peut-être que, comme Nadir le dit si bien, dans certaines places, vous ne pourrez pas appliquer avec le certificat, tout simplement. Comme quelqu'un qui fait un AEC versus un DEC, même chose, des fois, il ne peut pas appliquer sur certains postes. Quelqu'un qui a un DEC versus un bac ne peut pas appliquer sur certains postes. Bon, ce n'est pas exclusif à nos formations, finalement. Je rajouterais, Marc-Philippe, peut-être oui, que ce que l'on retrouve maintenant le plus souvent en termes de scénario, c'est des étudiants qui vont faire un certificat, qui vont trouver un emploi et qui, en parallèle, vont poursuivre au baccalauréat à temps partiel. Ça, c'est des scénarios qu'on retrouve de plus en plus souvent, étant entendu que tous les cours du certificat sont contributoires aussi au baccalauréat. C'est exactement les mêmes cours que le baccalauréat. Ce n'est pas des cours différents. Il y en a peut-être juste un, en fait, le cours. Juste un, mais on tend à le ramener dans le baccalauréat. Mais sinon, donc l'étudiant qui a un certificat, donc 30 crédits en informatique, mais c'est 30 crédits qu'il va pouvoir utiliser, réutiliser et poursuivre au baccalauréat pour compléter avec les 60 crédits manquants, tout en travaillant éventuellement à temps plein et en faisant ses études à temps partiel pour poursuivre ses études au baccalauréat. C'est la qualité gigogne qu'on parlait tantôt, le côté gigogne de la chose, dans le sens où poupée russe, on peut inclure un programme dans l'autre. Vous faites le certificat, vous pouvez prolonger en bac. Exactement. Et ainsi de suite. Là. Donc, comme je disais tantôt, je vous ai mis le site web du département. Là-dessus, vous avez entre autres les programmes, les cours, tout ça, que si vous voulez avoir encore d'autres détails là-dessus, un cheminement, la liste des cours à faire, la liste des cheminements on a même une sorte de charte qui vous dit un peu si vous voulez vous inscrire, faites-le dans cet ordre-là, ça va peut-être être plus facile, justement, pour vos préalables, des choses comme ça. Puis comment faire vos cours à l'été, à l'automne. On a des sessions d'été, nous autres, à temps plein. Là, fait que, vous pouvez faire ça là, plus facilement à l'été. Vous pouvez faire donc, comme quelqu'un demandait à toi, est-ce que 4 cours par session, je vais être correct? Ben oui, parce que vous pouvez faire 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours pendant l'été. Alors, fait que là, vous venez quand même de faire vos 10 cours pareils. Fait qu'au lieu de le faire en 2 fois 5, vous faites 4-4-2. Puis après ça, on recommence 4-4-2, par exemple. Puis là, à ce moment-là, ça vous permet de compléter quand même en 3 ans, même si vous n'êtes pas à 5 cours par session. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de latitude. Marc-Philippe, il y a une dernière question dans le chat là, de Viviane qui demande est-ce qu'on a une majeure en informatique? OK, je ne l'ai pas reçu, moi, c'est toi qui l'as reçu. OK. Oui, OK, message direct, oui. Donc, pour Viviane, on n'a pas de majeur, en fait, en informatique. Par contre, dans le programme de baccalauréat en informatique, les étudiants ont 6 cours optionnels à suivre dans le programme et ils peuvent choisir parmi ces 6 cours optionnels 4 cours dans un sous-domaine de l'informatique qui constitue, nous, ce qu'on appelle une concentration ou une spécialisation. Mais on n'a pas le concept de majeur dans le programme de baccalauréat en informatique. Il y avait une question qui était posée. La grille de cours de l'automne sera disponible quand? La grille de l'automne, c'est parce que avant de mettre la grille en ligne, on attend de mettre les horaires, de publier les horaires. C'est ça, oui, exactement. Et donc, généralement, c'est aux alentours du mois d'avril, avril-mai, qu'on va mettre en ligne la grille pour l'automne 2022. Oui, parce qu'on a l'été aussi qui s'en vient avant. Donc, oui, l'été déjà, oui. Puis il n'est pas encore là, mais ça s'en vient. Donc, avril-mai, pour répondre à la question, la grille de cours de l'automne sera disponible quand? C'est à peu près avril-mai. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ça va pour vous, vous pouvez faire un petit pouce en l'air, par exemple. Là, ça va nous... OK, ça semble aller. Oh, une dernière question. Oui. J'ai une dernière question ici. Elle s'en vient. Je suis content. Moi, je dis, comme tu as dit, la glace était épaisse, mais on l'a brisée. On a eu nos questions. Ça s'en vient. Tu es en train de l'écrire.
Le nombre d'heures pour un certificat. C'est-tu par semaine? C'est-tu par session? C'est-tu par... Un an? Ben, en fait, un certificat, c'est 30 crédits. Un crédit de cours, c'est 45 heures d'études. Donc, si vous vous inscrivez en un cours dans une session, vous devez faire 135 heures à ce moment-là pour ce cours-là. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 36 heures là-dessus que c'est des cours en tant que tels, plus des fois, il y a 12 heures que c'est des laboratoires. Puis après ça, c'est des études par vous-même, le temps de faire les travaux, tout ça. Fait que si, par exemple, vous faites 30 crédits, c'est 10 cours de 3 crédits. Ben, chaque cours que vous vous inscrivez, vous faites à peu près 135 heures d'études, incluant les cours et les séances. C'est ça, oui. Ça, c'est pareil pour tous nos cours. Comme on disait tantôt, 30 crédits pour un certificat, 90 crédits pour un bac, 120 crédits pour un bac en génie. À chaque crédit, vous comptez normalement ou en moyenne, ça serait mieux dit, en moyenne, 45 heures. Parce que bien sûr, si vous, là, vous aimez ça en mettre plus de temps sur quelque chose, bien, probablement, vous allez mettre plus que 45 heures par crédit. C'est ça aussi. Ou des fois, c'est qu'on a un meilleur background. On a déjà fait quelqu'un a déjà fait il a déjà commencé à travailler en informatique, qui arrive dans nos cours, il y a un peu plus de facilité. Peut-être que sa moyenne va être en bas de 45 heures, et par crédit, tout simplement. C'est ça qu'il faut. C'est le temps qu'il faut vous réserver si vous voulez bien réussir vos choses. Vous calculez dans une session, mettons, vous avez 12 crédits, bien, réservez-vous à chaque semaine. Il y a quelque chose comme 36 heures par semaine à ce moment-là pour faire vos 4 cours, incluant les séances de cours et tout. C'est le temps qu'il faut vous réserver pour bien faire les choses, en moyenne. C'est ça que ça veut dire. Puis c'est 45 heures si vous avez 5 cours dans votre session. Quand je dis 4 ou 5 cours, c'est toujours par 3 crédits par cours à ce moment-là, parce que la grande moyenne, c'est toujours. Des fois, c'est 4 crédits, mais la plupart du temps, c'est 3 crédits. Donc, voilà. Bon, ben alors, il est midi. Alors, on avait 1 heure pour vous. Je laisse, donc, je vous ai mis la page du site web ift.laval.ca. Déjà là, vous pouvez nous rejoindre par là s'il y a quelque chose. Sinon, celui des portes ouvertes de la faculté de sciences et génie. Ils ont des gens qui sont là pour vous aider avec votre admission et tout. Alors, voilà, je vous invite à faire le tour, à continuer vos visites dans nos portes ouvertes. Merci d'avoir été là. Merci pour les questions. On espère avoir répondu toutes bien à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Nadir. Merci à tous. Une bonne semaine. Au plaisir de vous voir dans une prochaine session. Merci beaucoup, Marc-Philippe. Merci à tous. Bon appétit. À la prochaine.